Bonjour Eddy, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Eddy, vous êtes présidente de la CNL, la Confédération nationale du logement, la première association de défense des habitants et des habitantes. Si on a voulu vous inviter aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 1er juin et que c'est le premier jour de la fin de la trêve hivernale, le premier jour aussi du coup du retour des expulsions locatives. Après plus d'un an de Covid avec les difficultés économiques qu'on sait, quelle est la situation? Est-ce qu'on doit s'attendre à des milliers d'expulsions où il peut y avoir un certain répit des autorités dû aux circonstances? Alors tout d'abord, moi je voudrais aujourd'hui m'adresser directement à tous les locataires et j'ai une pensée particulièrement pour eux. Je pense aux locataires et aussi aux accédants à la propriété qui risquent d'être expulsés et je dois dire que la peur au ventre, c'est pas facile à vivre tous les jours. Et je leur dis, vous savez, tant que vous êtes dans votre logement, vous y êtes et n'hésitez pas à résister jusqu'au bout, sans violence évidemment, mais en tout cas avec tous les arguments que vous pouvez avoir. Et notamment, n'hésitez pas, ne restez pas seul et contactez les associations telles que la CNL pour que les militantes et les militants puissent venir avec vous. Parce qu'on a réussi déjà par le passé à réussir à éviter l'expulsion alors que l'huissier était là, même avec la police quelquefois, parce que la police peut entendre des arguments de dernière minute et surseoir exceptionnellement à l'expulsion. Donc vraiment, moi, j'ai une pensée particulière aujourd'hui parce que la peur, elle revient dans les quartiers et je dois dire que pour moi, c'est très grave et j'ai envie de dire que voilà, il faut encore qu'on résiste jusqu'au bout et qu'on ne désarme pas, quoi. Voilà, je veux dire, c'est important. Alors, je, Ouais, je pense, je pense qu'en effet, la ministre, elle a fait un aveu sur lequel on avait raison, puisqu'elle vient d'envoyer une circulaire aux préfectures pour leur demander, en fait, c'est complètement ubuesque, mais pour leur demander d'étaler les expulsions sur 2 ans. Non, mais ça veut dire qu'elle sait très bien, la ministre, et c'est quand même, je trouve aujourd'hui, assez hallucinant, parce que c'est le jour aujourd'hui où le dogme du libéral a tout son sens et qui reprend les effets dévastateurs, alors que vous le disiez tout à l'heure, nous sortons d'une période de plus d'un an et demi de crise sanitaire qui est violente, qui a été d'abord violente psychologiquement, enfermer les gens chez soi. Donc on a vécu des choses horribles. On a vécu des choses horribles aussi parce que après cette crise pandémique, on a une crise économique et il y a plein de familles qui ont vu baisser leur pouvoir d'achat, notamment soit par la baisse de leurs revenus, puisqu'on a eu du chômage partiel, on a perdu au minimum 16%, on a peut-être perdu son emploi, donc on a perdu carrément son salaire. Et quelquefois, il faut dire les choses parce qu'on n'est pas dans un monde virtuel, même si on est en visio aujourd'hui. Il y a aussi des gens qui travaillent non déclarés. Et eux, pendant le confinement, ils ont perdu tout. Ils n'avaient rien droit. Ils ont perdu leur boulot, leur petit boulot, parce qu'ils étaient bien contents de travailler non déclarés. Et puis, ils ont tout perdu. Et donc, ils ont perdu du revenu. Et en même temps, on a augmenté les dépenses, puisqu'on était à la maison, on avait plus de fluide, on a dû s'équiper en ordinateur, on a dû prendre plus de douches, parce que les enfants, par exemple, qui allaient au stade, qui allaient faire des sports à l'extérieur, ben, souvent ils rentraient, ils avaient pris leur douche au stade. Donc il y a eu plein de dépenses supplémentaires, et je ne vous parle pas des dépenses supplémentaires liées à l'alimentation, La fermeture liées des cantines? voilà, la fermeture des cantines, liée aussi aux mesures sanitaires, les masques, le gel hydroalcoolique qui n'était pas non plus dans les gènes des dépenses des ménages. Donc, baisse de dépenses, baisse de recettes, augmentation des dépenses égale baisse du pouvoir d'achat. Et on a une ministre qui continue de vouloir jeter les gens à la rue et qui fait l'autruche, qui fait l'autruche. Parce qu'aujourd'hui, elle sait très bien, et c'est pour ça qu'elle a envoyé cette circulaire aux préfectures, parce qu'elle sait qu'on a raison, elle sait que ce n'est pas du cinéma, que les familles, elles n'en peuvent plus, qu'elles n'en peuvent plus à tout niveau, et que, vous savez, les locataires, en règle générale, ils payent leur loyer. Et souvent, on l'a vu, puisque le taux d'impayé, il n'a pas fait un bond. Il a fait un bond au mois d'avril 2020 parce que les gens ne savaient pas comment payer leur loyer puisqu'ils étaient confinés. Mais après, ça s'est régulé. Et en fait, ça s'est pris petit à petit. C'est-à-dire que les gens, ils payent leur loyer d'abord et ils vont faire la queue dans les banques alimentaires pour manger. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus ni
payer leur loyer, ni manger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met dehors? C'est la solution. Donc on a une ministre qui dogmatiquement, et d'ailleurs elle va expulser les gens, elle le sait qu'on a raison, elle sait qu'on a raison, mais je vous le dis, moi je trouve ça lamentable, c'est parce qu'en fait, il y a un calendrier électoral et qu'elle sait très bien, la ministre, que si elle ne prend pas la décision de continuer les expulsions cette année, le sujet va revenir en 2022. Et en 2022, qu'est-ce qui se passe? Il y a des élections présidentielles. Et donc, elle ne veut pas instaurer une année blanche parce qu'elle sait très bien qu'on va revendiquer en 2022 également une année blanche. Mais oui, nous, la CNL, on assume, on demande qu'il n'y ait, dans notre pays, qu'il n'y ait plus d'expulsion locative du tout liée à des problèmes financiers des locataires ou des accédants. C'est possible, c'est possible. On va concilier le droit de la propriété et le droit au logement qui sont dans la Constitution. Il ne faut pas les opposer. Eh bien, il y a une solution, c'est la sécurité sociale du logement, une proposition très ancienne à la CNL que l'on porte, en plus qui prend toute sa valeur aujourd'hui. La sécurité sociale du logement, c'est quoi? C'est une caisse de solidarité dans la lignée de ce qui a été fait en 1945 à l'issue du Conseil national de la résistance. Une caisse de solidarité qui, avec des critères bien précis d'accident de la vie, déclencheront une aide au locataire pour le maintenir dans les lieux, locataires ou accédants. Évidemment, quand je parle de locataires, je parle aussi des locataires des banques, pour le maintenir dans les lieux, une aide financière, et avec une obligation quand même pour le locataire de travailler avec les associations de locataires pour trouver une solution plus adaptée à son budget et en adéquation, un logement en adéquation avec son budget. Cette caisse de solidarité, c'est financé par tous les acteurs du logement, et l'État et les collectivités, les locataires, les bailleurs, les banques, les assurances. Enfin, on va mettre tout le monde à contribution et tout le monde sera gagnant parce que finalement, le propriétaire, il sera content parce qu'il aura son loyer et le locataire, il sera content parce qu'il va conserver son logement. Et ça, ce n'est pas une solution facile. Au lieu aujourd'hui de gaspiller l'argent public à donner de l'argent pour héberger des gens sur des solutions ponctuelles, je ne dis pas qu'il ne faut pas héberger, au contraire, je salue aussi le fait que la ministre, elle est consciente, elle sait qu'on a raison, puisqu'elle prolonge les ouvertures des places d'urgence en hébergement. Donc elle sait qu'on a raison et elle sait que ça peut exploser. Et ils ont peur. Et donc ils essaient de mettre des petits bricolages là pour calmer le jeu. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Mais du coup, Eddy, juste dans la situation actuelle, donc où il n'y a pas cette sécurité sociale du logement, comment est-ce que ça peut avoir des répercussions si on commence à, par exemple, à mettre une année blanche pour 2021, une année blanche d'expulsion, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'équilibre économique, par exemple, soit des bailleurs sociaux ou même des acteurs privés, des propriétaires privés? Alors, Est-ce que ça peut pas être problématique pour eux? Non, alors les bailleurs sociaux, c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux, mais ils ont aussi des moyens d'actionner en fait avec les locataires, ce qu'on appelle les fonds de solidarité logement, qui sont en fait gérés par les départements principalement, quelquefois les métropoles, hein, puisqu'il peut y avoir une délégation, mais ça prend toute sa place aussi dans le calendrier, puisque là on est sur un calendrier électoral sur les départementales, et donc ça veut dire que la gestion du FSL, c'est bien du quotidien des habitants. Donc, je profite pour dire aussi que les gens, il faut qu'ils aillent voter parce que c'est pour leur quotidien. Donc, c'est important. Et donc, si on actionne bien, parce qu'il y a des leviers financiers, il y a des aides possibles, il y a des dispositifs qui existent, mais le problème, c'est que c'est tellement le parcours du combattant pour les locataires, pour les actionner, pour les connaître, etc., que c'est compliqué. Donc, les bailleurs sociaux, ils peuvent, avec les associations de locataires, accompagner le locataire dans ces dispositifs-là qui sont compliqués. Après, pour les bailleurs privés, la ministre, elle a doté, vous savez qu'il y a un fonds d'indemnisation des propriétaires qui a été doté de 10 millions supplémentaires d'euros. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte que M. Macron avait vanté à l'époque quand il nous a confinés, eh bien, le quoi qu'il en coûte, il peut aussi s'appliquer aux propriétaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'État, quand il y a un jugement d'expulsion et qui n'est pas exécuté du fait de l'État, c'est vrai que l'État se doit d'indemniser le propriétaire. Ben, qu'il le fasse, qu'il le fasse.
je veux dire, on a donné des milliards aux entreprises et c'était bien parce qu'on a maintenu l'économie. Eh bien, mettons aussi sur la table de l'argent et vous savez, globalement, ça ne va pas être des milliards, ça va être des millions, mais pas des milliards. Donc, je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui concrètes qu'on peut apporter et c'est juste une question de choix politique. Et là, on veut dogmatiquement montrer qu'on continue d'expulser parce que oui, on est un gouvernement libéral, on l'assume. On assume aussi qu'on a piqué 5 euros d'APL en 2017 à tous les allocataires de l'APL. Donc, on a bien fait, on a bien commencé la chasse aux pauvres en 2017. Eh bien, elle continue. Et d'ailleurs, cette année, en janvier 2021, c'était le moment peut-être de faire une réforme massive sur les APL, où on a eu plein de cas où les APL ont baissé, même surtout chez les jeunes, où quelquefois les APL, elles ont disparu de la ligne de la quittance, quoi. Donc, ça veut dire que en pleine période d'incertitude, de pandémie, de choses, d'une crise mondiale exceptionnelle par son ampleur, eh bien, le gouvernement continue tranquillement de mettre en place ces petites réformes qu'il avait prévues, et notamment celle de l'assurance chômage, excusez-moi, je débarde le sujet, l'assurance, l'APL au Ouais. 1er janvier 2021, et je parle, oui, je voulais parler de l'assurance chômage, et l'assurance chômage qui arrive le 1er juillet 2021. Mais ça va pas là, ça va pas, j'ai envie de dire, ça va pas la tête, quoi, parce que on est en pleine situation de contraction financière des ménages et on continue les réformes parce que, bah, en fait, il faut les faire. On les fait cette année et toujours pareil par rapport au calendrier électoral parce qu'on pense que les gens n'auront pas de mémoire en 2022. Voilà. Et bien, moi, je dis qu'en 2022, nous, en tout cas, on sera là pour rappeler tout ça, pour rappeler que en 2021, on n'a pas fait de cadeau aux plus modestes de ce pays. Alors, Eddy, vous vous adressez beaucoup au gouvernement, enfin, pas mal de vos récriminations sont à l'égard du gouvernement. Est-ce que ce sont les seuls acteurs politiques auxquels vous vous adressez? Est-ce que, par exemple, les mairies ou même les régions, mais je pense surtout aux mairies, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose pour empêcher ces expulsions locatives ou est-ce que c'est totalement en dehors de leur champ de compétences? Alors, elles peuvent, en effet, on sollicite chaque année, en fait, les mairies, hein, nos fédérations, on les incite à contacter les mairies pour leur demander de prendre des arrêtés, de rentrer en résistance avec nous et de prendre des arrêtés anti-expulsion. Alors, soyons clairs, ces arrêtés anti-expulsion, ils sont cassés dans la quinzaine ou dans le mois qui suit par le tribunal administratif, puisqu'ils ne sont pas légaux. Mais je pense que psychologiquement, c'est important de prendre ce genre d'arrêté parce que c'est une volonté aussi politique locale de dire stop aux expulsions et surtout, ça ouvre aussi le champ du possible aux locataires en disant bah, je suis quand même dans une ville où on se préoccupe de ça et donc du coup, ça crée aussi un climat de confiance entre le locataire et la mairie. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on arrive à sauver des situations. Et donc, je pense que c'est très important, et j'en appelle aussi, puisque vous en parlez, moi j'en appelle aussi à toutes les mairies pour qu'elles prennent dès à présent des arrêtés anti-expulsion. Je sais ici, moi j'habite sur l'île, je sais que dans le Nord, il y a déjà des mairies qui l'ont fait, dans la banlieue lilloise. Et moi, j'incite toutes les villes à prendre ces arrêtés anti-expulsion parce que c'est important. C'est important que les élus locaux aussi se mobilisent sur cette situation qui permettra aussi de recréer un climat de confiance entre quelquefois les locataires et les élus de proximité. J'ai une dernière question, Eddy Jacquemart. Aujourd'hui, on sait que plus de 14% des Français ont d'énormes difficultés quant à leur logement. Est-ce que vous considérez que cette question, elle est assez portée politiquement, alors pas forcément par le gouvernement, mais à gauche? Est-ce qu'on s'intéresse assez à cette question qui est pourtant, qui paraît pourtant extrêmement centrale, quel logement dans le champ de la gauche? Alors, souvent, en fait, la gauche, on axe les choses plutôt au niveau du travail. Et c'est normal parce que le travail, c'est très important pour les familles. Alors, il y a des mobilisations qui se font. On a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu des questions au gouvernement quand même, et aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, de députés progressistes ou de sénatrices progressistes qui ont posé la question au gouvernement sur la trêve hivernale.
qui ont donc suivi, qui nous ont même cités dans leur intervention, parce que je pense que c'est important. Et je dois dire que moi, je rêve aussi que la gauche, elle s'empare de ce sujet de façon plus importante, parce que souvent, c'est un petit peu accessoire. Et j'ai envie de dire, c'est aussi important que le travail. Si on n'a pas de logement, on n'a pas de travail. Et si on n'a pas de travail, on n'a pas de logement. Donc, c'est très lié. Et donc, moi, j'invite, et d'ailleurs, on va s'inscrire dans le débat politique, puisque à chaque élection locale ou chaque élection nationale, la CNL fait des propositions aux candidats, les interpelle. D'ailleurs, on a aussi fait un triptyque qui est sur notre site internet pour les habitants et pour les candidats, pour les élections départementales et régionales, parce que là aussi, quelquefois, on ne se rend pas compte que voter pour des listes, ce n'est pas la même chose qu'on s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Je ne vais pas faire voilà, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais il faut bien analyser les programmes des candidats parce que ça a des conséquences sur notre quotidien. Voilà. Et donc, en tout cas, nous, ce qu'on appelle, puisqu'on est quand même aussi la CNL, une association d'éducation populaire, on appelle les habitants déjà à aller voter parce que c'est important de voter et on les incite à analyser les programmes des candidats et pour qu'ils comprennent les enjeux des élections qui sont quelquefois pas faciles à appréhender en fait. Merci beaucoup, Eddy Jacquemart. Merci, puis à bientôt. À bientôt.